Il est 19h30 partout au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommet de ce 19h30, les deux duos à l'élection présidentielle du 12 avril prochain ont procédé au tirage au sort du positionnement de leur logo sur le spécimen du bulletin unique. C'était à la faveur d'une cérémonie présidée par le président de la Sénat. Dans cette édition, nous parlerons d'un événement qui a uni le continent africain autour d'un même rêve, la CAN Maroc 2025. Un journaliste reporter était sur le terrain pour couvrir cette compétition. Il nous partage son expérience à suivre dans un instant. Et puis, loin du Bénin, les électeurs congolais sont convoqués aux urnes le samedi 15 mars pour le premier tour de l'élection présidentielle. La date arrêtée par le gouvernement a été ce mardi. Bienvenue à toutes et à tous. Le positionnement des duos de candidats à la présidentielle du 12 avril prochain est désormais connu. C'est à l'issue d'un tirage au sort organisé ce mardi au siège de la Sénat. À l'issue de l'opération, le duo Romuald Wadani-Mariam Tchabi-Talata a hérité de la première position sur le bulletin unique, tandis que le duo Paul Rumpé-Judikaël Rock-Mwanou occupe la deuxième place, suivant le reportage. Après les élections communales et législatives couplées, la Commission électorale nationale autonome Sénat a franchi une nouvelle étape dans les préparatifs de l'élection présidentielle prévue pour le 12 avril prochain. À son siège à Cotonou, l'institution en charge de l'organisation des élections a procédé ce mardi 20 janvier 2026 au tirage au sort, fixant le positionnement des logos des candidats sur le spécimen du bulletin unique de l'élection présidentielle. À l'issue de cet exercice, le logo de la mouvance présidentielle occupe la première position, tandis que celui de la FCBE se retrouve en deuxième position sur le bulletin. Cette opération marque le lancement des activités entrant dans le cadre des préparatifs de la prochaine joute électorale. Ayant donné déjà les résultats des élections législatives et conformément à notre chronogramme, aujourd'hui nous reprenons le dossier des élections présidentielles. Il est tout tiède encore dans nos mains, ne s'est pas refroidi. Et la première activité, c'est celle que chacun de nous connaît, c'est de pouvoir aujourd'hui positionner les logos de chaque duo. Dès qu'on va reproduire, c'est ça, hein, le logo, le bulletin, le spécimen, vous serez invité à nouveau pour voir si nous avons respecté d'abord les positions, si on a respecté les couleurs de vos logos et tout le reste qui va suivre à l'intérieur, qui sera des signes spécifiques à la Sénat. L'élection présidentielle de 2026 se poursuit ainsi avec la mise en place progressive des éléments techniques nécessaires à l'organisation du vote. Pour rappel, la compétition aura lieu en avril 2026 entre deux duos candidats, un porté par la mouvance présidentielle et l'autre par le parti Foscori pour un Bénin émergent. Après la présidentielle de 2026, place à présent à cet événement sportif, la CAN Maroc 2025, une compétition qui a tenu tout le continent africain en haleine. Certaines performances des équipes ont particulièrement marqué les esprits, comme celle des Guépards qui n'ont pas réussi à terminer la compétition. À Rabat, Prosper Vangeroncourt, reporter sportif, a suivi de près cette édition. Il nous livre ses analyses. Tout ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, je peux vous assurer que la CAN du Maroc est une expérience réussie, est un essai très réussi. C'est vrai, le Maroc prépare la Coupe du Monde 2030, donc il faut vraiment bien faire les choses pour afficher une image, une bonne image aux yeux du monde. Ben, ils ont réussi leur CAN à quelques petites différences près. C'était une Coupe d'Afrique des Nations que l'histoire va retenir en matière de qualité, d'organisation, d'infrastructures, et même du comportement des sélections qui étaient au Maroc. Nos joueurs évoluent beaucoup plus quand vous prenez les sélections. La bonne partie des joueurs évoluent en Europe, mais le football qu'on a vu, cette fois-ci a montré qu'on a fait un progrès. Il y a eu de la qualité, un peu plus de la qualité dans les jeux des équipes. Il y a eu des surprises, il y a des petites nations qui ont réussi quand même quelque chose, pendant que des grandes nations
ont à la limite échoué. Je donne l'exemple du Gabon, par exemple, qui n'a pas réussi à franchir le premier tour, pendant que des équipes comme le Soudan, le Bénin ont réussi cet exploit en franchissant le premier tour. Donc il y a eu de la progression dans le jeu africain, il y a eu de la qualité, il y a eu vraiment de la maturité dans les sélections, les joueurs. Nous avons aussi fait le constat de ce que beaucoup d'entraîneurs locaux, c'est-à-dire des entraîneurs recrutés dans leur pays, des entraîneurs, les fils des pays qui sont arrivés à cette CAN ont pu réussir grand-chose. Quand vous prenez par exemple l'affiche de la finale, ce n'est que des entraîneurs locaux qui sont arrivés à ce niveau. Dans le règlement de la compétition, une équipe ne doit pas quitter le terrain, la pelouse, pendant que le match est en cours, pendant que le coup de sifflet final n'est pas donné, n'a pas retenti. Une équipe n'a pas le droit de vider les lieux. Et la sanction dit, le règlement, je n'ai pas l'article en tête, mais le règlement dit, lorsqu'une équipe vide le terrain avant la fin d'une rencontre, cette équipe perd le match sur tapis vert. C'est l'équipe adverse qui remporte, quelle que soit l'issue du match, avant que l'équipe ne pose l'acte. Donc, l'entraîneur aurait dû comprendre tout ça et il ne va pas demander à ses joueurs de se retirer du terrain. On a compris, on a vu que certains joueurs n'étaient pas d'accord pour le geste, à l'image de Sadio Mané qui n'avait même pas aimé que ses partenaires partent. Il a dû consulter des anciens du domaine, des connaisseurs du foot, notamment africains comme Claude Leroy, et même certains de ses compatriotes qui ont déjà fait l'équipe nationale sur l'attitude à adopter. Et c'est ça qui l'a poussé à aller ramener ses coéquipiers sur le terrain. C'est un comportement punissable, ce que l'entraîneur a fait, ce que les joueurs ont fait. Ça, c'est punissable. Et je pense qu'il n'aurait pas dû faire ça. C'est un geste que des entraîneurs posent pour déstabiliser l'équipe adverse. Quand vous demandez à n'importe quel entraîneur, il y a toujours quelque chose de plus à faire pour mettre l'adversaire en difficulté. Ça se passe à tous les niveaux, même dans nos championnats. Vous voyez l'entraîneur qui se fâche, qui pose un acte, sachant que c'est un acte punissable. Et après, il va se présenter des excuses, il va se justifier que c'est l'émotion, c'est sous le coup de la colère qu'il a posé cet acte. Vous allez constater par la suite que les Marocains n'ont pas marqué le penalty qui était polémique. Après, les joueurs du Sénégal ont dit non, que ce n'est pas le penalty qui les a fait quitter le terrain, mais leur but refusé, qui était la goutte d'eau qui débordait le vase. Vous comprendrez en même temps que c'était un geste pour déstabiliser l'adversaire. Notre gouvernement, le gouvernement du Bénin fait beaucoup d'efforts, que ces efforts soient accompagnés par les dirigeants du foot, parce que chaque discipline sportive a ses dirigeants, donc que les dirigeants du foot accompagnent les efforts du gouvernement, renforcer les compartiments de tout ce que nous faisons aujourd'hui, nos championnats, nos centres de formation, et même nos binationaux, il faut savoir les chouchouter, il faut savoir les encadrer, il faut savoir les intéresser. On n'est pas obligé tout le temps d'aller frapper à la porte des binationaux. Les binationaux peuvent venir frapper à nos portes si le système en place est rassurant, s'il y a cette motivation, cette attirance. Ce sont les binationaux qui viendraient frapper à la porte du Bénin. Je pense que c'est possible. Écho sur l'actualité internationale. Après plusieurs jours de démentis autour d'une possible extradition, les autorités togolaises ont officiellement confirmé la remise de Paul-Henri Sandaogo Damiba aux autorités burkinabées. L'ancien président de la transition du Burkina Faso a été extradé le 17 janvier selon un communiqué du ministère togolais de la Justice. Plus de précisions avec Romaric Dossa. Damiba extradé vers son pays, le Burkina Faso. Dans un communiqué publié ce mardi 20 janvier 2025, les autorités compétentes togolaises annoncent avoir reçu le 12 janvier 2026 une demande d'extradition officielle formulée par les autorités judiciaires de la République du Burkina Faso visant monsieur Damiba Paul-Henri Sandaogo. Celui-ci faisait l'objet de poursuites judiciaires dans son pays pour des chefs d'accusation graves, notamment détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Conformément à la procédure en vigueur en matière d'extradition au Togo, Damiba a été interpellé le 16 janvier 2026 et placé en détention provisoire dans l'attente de la suite de la procédure. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Lomé a ensuite été saisie du dossier. L'issue
l'issue de son audience publique, tenue le 16 janvier 2026, cette juridiction a donné un avis favorable à la requête d'extradition ainsi introduite sur le fondement de l'offre de réciprocité des autorités burkinabées, des instruments internationaux auxquels le Togo est partie et des garanties offertes par ces autorités quant au respect de l'intégrité physique et de la dignité de M. Damiba, de ses droits au cours de la procédure, notamment celui d'un procès équitable et l'absence de la peine de mort, indique le communiqué officiel du gouvernement togolais. Après cet avis favorable rendu par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lomé, l'ex-lieutenant-colonel Damiba a finalement été remis aux autorités de la République du Burkina Faso le 17 janvier 2026, conformément à la décision de justice. En exil au Togo depuis qu'il a été chassé en 2022 du pouvoir à Ouagadougou, Paul-Henri Sandaogo Damiba se retrouvait depuis des mois dans le collimateur des autorités burkinabées. Celle-ci l'accusait notamment de réussir à renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Début janvier 2026, un nouveau cap a été franchi quand les autorités burkinabées ont annoncé avoir déjoué une nouvelle tentative de coup d'État dont Damiba, réfugié à Lomé, a été désigné comme étant le cerveau. En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Agriculture a annoncé ce mardi que le gouvernement comptait racheter l'entièreté des stocks de cacao produits qui s'entassent dans les coopératives du pays. Le but, permettre aux producteurs d'être enfin payés car l'industrie traverse une crise et connaît un ralentissement des exportations. Le reportage. Alors que la filière du cacao de la Côte d'Ivoire est paralysée, le ministère de l'Agriculture du pays a annoncé que l'État achètera la totalité des stocks de cacao emmagasinés dans les coopératives du pays. Cette mesure intervient dans le cadre d'une crise de l'industrie liée au ralentissement des exportations. Elle permettra de pouvoir enfin payer les producteurs. La stratégie retenue est simple et efficace. L'État va s'appuyer en priorité sur des opérateurs nationaux crédibles, solides et structurés, qui conduiront les opérations d'achat et d'enlèvement en collaboration avec leurs partenaires traditionnels, notamment les broyeurs, les multinationales et les exportateurs internationaux. Depuis la mi-octobre 2025, la chute des prix sur le marché mondial et les problèmes de liquidité chez les acheteurs plongent les producteurs dans une détresse économique et sociale. Le Congo-Brazzaville se prépare à un rendez-vous électoral majeur, l'élection présidentielle programmée en mars 2026. Selon le calendrier communiqué, 2 dates structurent l'organisation du scrutin avec une séquence spécifique pour certains corps électoraux. Les Congolais sont appelés aux urnes le 12 et le 15 mars 2026 suivants. La République démocratique du Congo a annoncé le calendrier officiel de l'élection présidentielle de 2026. Le premier tour se tiendra le dimanche 15 mars. Le porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin-Mongala, a précisé les modalités du scrutin. Les agents des forces de l'ordre voteront par anticipation le jeudi 12 mars. La campagne électorale commencera le 28 février et s'achèvera le 13 mars à minuit. Le gouvernement a également instauré une journée de silence électoral le 12 mars, coïncidant avec le vote des militaires et des policiers. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, investi par le Parti congolais du travail, brigue un nouveau mandat à 82 ans. Plusieurs candidats de l'opposition ont déjà officialisé leur participation, parmi lesquels Destin Gavé, Ephraim Dave Mafoula et Anatole Limbongo Ngoka. D'autres candidats, comme l'ancien chef rebelle Frédéric Binsamou, sont en cours de formalisation. Le gouvernement souligne que l'administration électorale précisera prochainement les dates limites de dépôt des candidatures. En Ouganda, habitué des déclarations incendiaires, Muhoozi, le fils du président ougandais, Yoweri Museveni, a franchi un nouveau cap 48 heures après la réélection controversée de son père. Celui qui est aussi le chef de l'armée ougandaise a appelé ouvertement au meurtre du principal opposant Bobi Wine et de ses supporters alors que les violences électorales ont fait une vingtaine de morts. C'est après moi.
Le chef militaire ougandais demande à Bobi Wine, leader de l'opposition en fuite, de se rendre. Muhoozi Kainerugaba a déclaré qu'il priait pour la mort du candidat à la présidentielle. Il lui a donné 48 heures pour se rendre à la police à la suite du scrutin controversé du 15 janvier dernier. Bobi Wine, ancienne pop star, a déclaré avoir fui un raid militaire sur sa maison quelques heures avant que le président sortant, Yoweri Museveni, ne soit déclaré vainqueur. Bobi Wine, qui a terminé deuxième, a dénoncé des fraudes généralisées lors du scrutin et a publié plusieurs déclarations depuis samedi, depuis des lieux tenus secrets. Le chef militaire Muhoozi Kainerugaba est aussi le fils du président Yoweri Museveni, proclamé vainqueur d'un 7e mandat. Resté discret durant la campagne électorale de son père, il est sorti du silence pour menacer Bobi Wine de mort, après que ce dernier ait annoncé qu'il ne saisirait pas la justice pour contester sa défaite. Voilà qui met un thème à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.